Oui, bonjour. Merci à vous pour votre combat et pour votre dernier livre, Comprendre l'époque, qui permet vraiment de comprendre les enjeux actuels. Donc, moi, je le recommande à tous. Le deuxième titre, c'est Pourquoi l'égalité? Alors, à ce sujet, j'avais une question à vous poser. Sur l'égalité, j'avais pensé à Karl Marx et j'ai découvert plusieurs faits troublants sur Karl Marx. Premièrement, qu'il n'avait jamais condamné l'usure, alors que c'est quand même une forme d'exploitation capitalistique qui est assez poussée. La première internationale a été financée par les Rothschild et Marx lui-même faisait partie de l'arbre généalogique de Lionel de Rothschild. Est-ce que, à la lumière de tous ces éléments troublants, est-ce que cela n'entache pas le prestige de Karl Marx, sa probité intellectuelle? Bref, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, ça c'est une critique typiquement de droite, voire d'extrême droite de Marx. Alors il y a deux choses. Chez Marx, il y a son œuvre qui est essentiellement une œuvre théorique qui explique l'épopée de la bourgeoisie et son fonctionnement, et qui est très rigoureuse, très intéressante et je dirais révolutionnaire. C'est le premier aspect. Après, il y a le deuxième aspect qui est sa vie. Et sa vie, il a été dans des engagements politiques toute sa vie, qui l'ont d'ailleurs exigé qu'il fuit l'Allemagne, puis la France, et qu'il se réfugie en Angleterre. Et donc, il était impliqué politiquement. Il avait à la fois des ennemis et des amis, voire des protecteurs. Et il est tout à fait possible, même démontré, puisque je pense que c'est ce que lui reprochait déjà Bakounine quand ils étaient concurrents, c'est qu'effectivement Rothschild, par sa dimension révolutionnaire, intéressait sans doute pas seulement un mouvement ouvrier qui d'ailleurs souvent ne comprenait pas son socialisme scientifique, mais peut-être aussi des banquiers, on va dire, apatrides, issus d'une certaine communauté, qui voyaient bien l'intérêt de soutenir ce révolutionnaire en partie pour faire tomber des régimes qui pratiquaient encore le numerus clausus et qui étaient parfois encore des régimes impériaux, monarchistes. Et donc, on peut admettre que à côté du travail théorique de Marx, il y a eu des protections, des implications politiques qui étaient entachées de tout ce qui est politicien, effectivement. Mais je pense qu'il faut bien séparer les deux. C'est-à-dire que son œuvre théorique n'est pas un maquillage ou une escroquerie. Il y a vraiment un travail de fond. Il faut pas oublier que Marx, qui était issu de la très bonne bourgeoisie, puisque son père était, je crois, un avocat d'origine juive, mais qui était déjà converti au protestantisme, et que lui a épousé une aristocrate allemande, il aurait pu avoir la belle vie, entre guillemets, et sa vie a été une vie de combat et de souffrance, pourchassé par la police, pauvre, et quand il rédige le Capital à la fin de sa vie, il le rédige tous les jours au British Museum, avec un vieux manteau, avec assez peu d'argent, c'est Engels qui l'aide, donc il serait assez, faible de réduire Marx à une escroquerie, entre guillemets. Quant à sa filiation Rothschild, je me méfie énormément de ce genre de truc. On dit la même chose d'Hitler, maintenant on dit la même chose même de Schwab. Il faut faire un petit peu attention, trop de complotisme nuit au complotisme. Quant à l'usure, je rappelle que Marx est un théoricien qui est un critique de ce qu'on appelle l'économie politique, et notamment l'économie bourgeoise. Et un des concepts fondamentaux de la théorie marxiste, c'est l'extorsion de la plus-value. L'extorsion de la plus-value, c'est une théorie bien plus, je dirais, profonde que la simple critique de l'usure. Voilà. Marx est un théoricien de l'économie et il n'a pas besoin de critiquer l'usure, ce qui serait une attaque assez binaire, assez simple, assez simpliste même. Et ce qu'il faut voir chez Marx, c'est ces grands concepts, c'est extorsion de la plus-value, baisse tendancielle du taux de profit, et puis qui chapeaute tout ça, ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire le fétichisme de la marchandise, le fétichisme de la valeur. Et là, il y a une puissance théorique qui éclaire l'épopée bourgeoise, ses contradictions, sa laideur, qui dépasse toutes les critiques qu'on peut lui faire. Voilà. Et puis après, on peut être marxien sans être strictement marxiste, puisqu'effectivement, il y a eu un moment donné où Marx lui-même a cru que, avec la toute-puissance du concept, il pouvait non seulement expliquer le monde, mais le transformer. On a eu un siècle depuis pour en revenir, entre guillemets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut être raisonnablement marxien, prendre chez Marx ce qui est vraiment intéressant, sans retomber dans une hystérie marxiste-léniniste totalement vintage, qui n'est pratiquée que par très peu de gens aujourd'hui, souvent des gamins d'ailleurs qui sont plutôt issus de la bourgeoisie culturelle et jamais du mouvement ouvrier, si tant est que le mouvement ouvrier existe encore,
compte tenu de ce que Kluskar appelait la métamorphose de la lutte des classes. Voilà. Donc, les gens d'extrême droite ont souvent du mal avec la théorie. Ils reviennent toujours à des constantes anthropologiques, psychologistes qui sont pas totalement fausses, mais qui tombent souvent dans la caricature et qui empêchent de penser. Voilà. Donc, pour conclure, il faut prendre chez Marx ce qu'on doit prendre chez Marx, et par ailleurs, on peut valider assez totalement la critique que faisait au même moment Bakounine de Marx, de sa haute main sur la Première Internationale et des ambiguïtés qu'il y avait derrière cette tentative de prise de contrôle européen du mouvement ouvrier. Oui,